every year in the canton of Geneva. For those of you who don't know the story of the Democracy Week, actually in 2007, the UN General Assembly passed a resolution that September 15th was declared or recognized as the International Day of Democracy, as an opportunity to remember that democracy is as much as a process as a goal. So I think a lot of us don't need reminding of that. And I think more than ever, we realize that democracy is something that we have to actually fight for. And since 2015, the state of Geneva promotes a week in October to debate a range of themes relating to democracy participation. It's actually a pretty big event. It involves 25 partners, in particular institutional partners like the state and the canton, and the municipalities also, academic partners such as the Graduate Institute, but also the University of Geneva, partners from international organizations, cultural associations, and in total there are more, usually on average, 3,500 people who attend the events of the Democracy Week in about 30 events, in addition to the Geneva schools that also discuss topics of democracy. I'm always have fun, and this week I have a 14-year-old who always come with very interesting questions that time of the year. So the Albert Hirschman is actually a partner of the Geneva Week since it was founded in 2017. And this year we are organizing 9 events related to the 3 thematic areas in which we work on. So the transformation of economies, inequalities and solidarities, technology, democratic innovation and media, and democratic governance, participation, and accountability. Today we start, so this is very much the pre-event, the Renewing Local Democracy for and with the Youth, which takes place alongside or in the backdrop of the Forum of Mayors, and aim to explore the synergies between the 2 events. It's organized by the Albert Hirschman Democracy Center and the Département du Territoire of the state of Geneva. So you're going to see the keynotes and panel discussions today. Christine will talk more about them, but before Christine comes to talk about the roundtable itself, I want to invite Frédéric Josselin to say a few words in French. It's going to be a multilingual event. Head of Department of Citizen Participation, Office of Urbanism at the Département du Territoire, Canton of Geneva. Please, Frédéric, the floor is yours. Bonsoir à toutes et à tous. Pour mettre à rude épreuve la traduction, je m'exprime en français. Simplement pour dire quelques mots de remerciement d'organiser ce type d'événement, de travailler sur ce type de questions, parce que nous en sommes tous convaincus. La démocratie est quelque chose d'extrêmement précieux dont il faut absolument prendre soin. Je pense que nous avons ici à Genève de multiples ressources pour pouvoir faire ce travail de fond. Je pense que l'Institut en est un exemple, l'IHEID également. Il y a une richesse et une histoire vis-à-vis de la démocratie. Et donc, nous devons probablement avoir un devoir d'exemplarité sur ces questions-là. Et comme il a été rappelé, cet événement s'inscrit dans une semaine de la démocratie, mais aussi dans une année particulière. Nous avons renouvelé notre gouvernement et notre Parlement, notre Conseil d'État et notre Grand Conseil cette année. Et la présidente du Grand Conseil et le président du Conseil d'État ont souhaité porter la thématique de la démocratie comme année conjointe de présidence, disant que c'est effectivement quelque chose d'absolument fondamental. Et je vous remercie de contribuer dans une certaine mesure à cette dynamique, parce que la semaine de la démocratie s'inscrit comme le premier temps fort de cette année présidentielle, démocratiser Genève. J'ai une petite pensée pour Bernard Stiegler, qui aimait beaucoup à jouer avec les mots. Je pense que nous devons absolument faire un travail, et c'est là où je vous en remercie, de penser la démocratie pour ne pas avoir à la penser avec un A. Je pense que c'est extrêmement important. Et donc, je suis très, très heureux, en fait, que toute cette démarche puisse se faire.
Je suis aussi très heureux de voir la thématisation sur la jeunesse. Parce que dans mon quotidien de responsable d'un service qui est en charge du développement des démarches participatives, on traite de ces questions de démocratie dans une certaine mesure, on vient les compléter. Et souvent, on voit poindre quelques découragements vis-à-vis de la jeunesse. Elle serait moins ceci, plus cela, et ainsi de suite. Et en revanche, il faut vraiment la regarder avec beaucoup d'espoir, parce que, in fine, c'est elle qui est transformatrice et qui sera transformatrice. N'oublions pas que nous avons été aussi jeunes à un certain moment. Je ne le suis plus, ce que me disent mes enfants. Mais néanmoins, je pense qu'il faut y être extrêmement attentif. Donc, simplement un remerciement. Oser de l'expérimentation et amener tous les savoirs possibles pour qu'on puisse régénérer en fait cette question absolument vitale. Je ne pense pas qu'il y ait eu un âge d'or de la démocratie, mais nous devons y être absolument tous vigilants, attentifs, en prendre soin. Je vous remercie vivement, en tout cas, pour cette organisation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir à cet événement, de modérer ce débat et d'accueillir les participants à ce débat d'aujourd'hui à Genève, à l'Institut, au Centre. Et comme le disait Graziella Morais-Silva, c'est une initiative que nous avons prise dans le contexte de la Semaine de la démocratie et aussi dans le contexte d'un projet de recherche que nous menons au Centre, qui porte justement sur l'engagement de la jeunesse en Europe, dans 4 pays européens, la Suisse, la France, l'Italie et l'Espagne, depuis une année avec mes collègues, que j'aimerais remercier aussi, Maria Mexi, Yanina Velp et Laura Bulon-Cassis, et un certain nombre de partenaires, d'acteurs sur le terrain. Nous avons mené cette enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui mobilise la jeunesse aujourd'hui et comment cette jeunesse se mobilise. Donc le titre du projet que nous avons proposé à la Fondation genevoise qui nous soutient, c'est « Entre protestation et engagement, du global au local ». Cartographier les formes de participation des jeunes en Europe. Donc c'est l'objectif de ce projet. Et dans le cadre de cette rencontre aujourd'hui et demain, nous sommes à l'écoute non seulement de celles et ceux qui font cet activisme, les jeunes, les personnes qui s'engagent, les militants, et aussi les institutions. Et c'est ce point de rencontre qu'on aimerait favoriser, en tout cas dans le dialogue, et qu'on aimerait comprendre sur le plan de la recherche. Autrement dit, quelles sont les interfaces entre les mouvements qui agissent en dehors du cadre institutionnel, et on en voit de nombreux, que ce soit en Europe ou de manière plus globale, et je pense notamment aux mobilisations pour le climat. Et quels sont les points de rencontre avec ces espaces démocratiques, notamment au niveau local? C'est le niveau que nous avons choisi pour ce projet. Donc, merci beaucoup aux institutions qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent. Et nous avons décidé de proposer cette rencontre aujourd'hui en lien avec le Forum des maires. Donc, comme ça a été mentionné tout à l'heure, Genève, ville internationale, est aussi un site de rencontre et nous souhaitions en profiter pour accueillir non seulement un certain nombre de participants, mais aussi les personnes qui ont, proposé et conduit ce forum des maires qui vient de se terminer à 18h et qui a justement débattu d'un certain nombre de questions dont va nous parler M. Thomas Hartley, qui travaille au comité de la Commission des Nations Unies pour l'Europe sur le développement urbain, le logement et la gestion des terres. Et ce court cadrage va nous permettre un petit peu de cerner les thématiques d'action au niveau local et de voir dans quelle mesure l'intervention de nos keynote speakers, que je vais présenter juste après l'intervention de Thomas Hartley, va nous permettre de comprendre sur le terrain comment les villes en Europe, comment Genève, comment Rome portent cette volonté d'engager la jeunesse et comment, à travers quels projets concrets, vous avez réussi à engager, à intéresser, à activer les jeunes. Donc, merci beaucoup et je donne la parole à Thomas en le remerciant d'être parmi nous.
Okay, so I'm going to speak in English, if that's okay. You know, it's really a pleasure to be here today and to represent the United Nations Economic Commission for Europe's Housing and Land Management Unit, or perhaps more simply, perhaps just the secretariat behind the Forum of Mayors. I'd like to thank the Graduate Institute's Albert Hirschman Center for Democracy, as well as the Canton of Geneva's Département du Territoire for the invitation and the hosting of the event. In these remarks, I'll hope to provide a kind of brief explanation of what the Forum of Mayors is and how it came to be, before recounting the events of the past 2 days, and some of the various ways in which cities within the UNECE region and beyond are fostering increased democratic engagement at the local level, and recognizing perhaps that we have a long way to go when it comes to youth participation, but it's something that we are passionate about and want to drive forward in the future. But before I go into this substance, I'm inclined to reflect briefly on the importance and the interesting nature of cities as forms of political, spatial, and social organization. It's likely that all of you here in the room and following along online are aware that over half of the world's population live in cities, a trend that's only continuing. By 2050, it's estimated that over 2/3 of the world's population will live in cities. And it's also likely that many of you have lived in many different cities and towns throughout your lives and noticed the myriad different ways in which these urban environments differ. And I think that understanding how cities have been and still are determined by their natural environments, their histories, their economies, is an important first step in recognizing the potential of cities as both drivers of increased democracy and civic engagement, as well as more broadly, their role in the achievement of truly sustainable and inclusive development. And I think that this is one of the true strengths of the Forum of Mayors, in that we attempt to get cities and towns to reflect on their unique diversity and to historicize, as Frederick Jameson would command us, and empower them to share with others their solution to common challenges facing humanity in this period of the polycrisis. And so the Forum of Mayors is a subsidiary body of the UNECE Committee on Urban Development, Housing and Land Management. And the committee itself has existed since 1947, its original purpose being to help standardize housing regulation for the post-war reconstruction of Europe. And it's interesting that this is a body born out of crisis, and now we see perhaps the Forum of Mayors is also a body that's being formed out of the current polycrisis. And on the 8th of April 2019, UNECE organized the Day of Cities, and this was followed by the first Forum of Mayors in 2020, which kind of further opened the multilateral stage to city leaders. The second Forum of Mayors took place in 2022, and then this year was the first Forum of Mayors that took place as an official team of specialists under the UNECE Committee on Urban Development, Housing and Land Management. And this took place yesterday and today under the theme Urban Regeneration Towards 2030. We had over 50 mayors from around the world here in Geneva and organized roundtable discussions on the topics of sustainable urban regeneration, regeneration towards resilience, and SDG localization. And it definitely won't be easy to distill 2 days of discussion into this short speech. And I know, because I've just attempted to distill 2 days of discussion into a short speech for our chair for the committee tomorrow, but I can share some key takeaways under some interesting headers. And the first one is new multilateralism. And I think one of the key ideas of the forum, and this was reiterated frequently in the discussions, was that there is a desperate and growing need for a kind of multilateralism fit for the problems and travails of the 21st century. Nations are just unable to manage the multiple crises that have nonlinear effects, that spill across borders with different externalities and levels of severities, that, especially in relation to the climate crisis, are not only difficult for us to comprehend just mentally, but also adequately manage. And it was emphasized that cities play, therefore, kind of a crucial role in the concrete implementation of efforts to mitigate the worst of these externalities. And as well as this, the building of partnerships to pursue sustainable development around the world. Cities are often the sites of greatest impact of these crises, and therefore their role is fundamental in not only risk management, but also positive transformation. At lunchtime today, we had an interesting side event that looked specifically at the role of cities in relation to peace. And the Deputy Mayor of Rome, speaking later in this event, and other mayors spoke convincingly and persuasively
about the positive role that cities can play in both providing islands of safety and peace for people fleeing war and instability, but also in pursuing and calling for peaceful solutions in multilateral fora. Moving on now to inclusive and participatory approaches to regeneration. Mayors and city leaders spoke at length in both their speeches, but also in response to questions from the floor about the importance of including all people in their governance processes. The focus of this forum was urban regeneration, and it's kicked off our own UNECE Urban Resilience Week. And as the Secretariat, I guess our power is the ability to frame the discussion. And we thought that it was really important to highlight that it's not just physical infrastructure resilience that we need to talk about, it's social and economic resilience, resilience that is of communities in response to shocks and crises. And this can't be done without inclusive and participatory approaches to regeneration or development. And to look specifically at inclusion, we had a side event yesterday on women and mayors that I would really highly recommend anyone here to watch online. It's on UNTV. And we heard that inclusion, it's not just about having the underrepresented group in the room or even in a decision-making role necessarily. What the female mayors spoke about most strongly was the importance of developing an inclusive political culture, one with less violence and less aggression, more understanding and compassion, which both enables actual politics to take place, but also doesn't discourage people from getting involved or reduce public trust and engender apathy. And I think what they're really talking about there is making sure that your democracy is healthy. And a democracy where people feel safe and included is a healthy democracy. Another important tool for cities and local authorities in forwarding inclusivity was said to be the use of virtual local reviews. And right now, in fact, parallel to this event, there's a kind of voluntary local review studio taking place in Villarago in partnership with the other UN Regional Economic Commissions and the Global Cities Hub. And many cities spoke of their VLRs as crucial tools in their drive to not only address SDG progress, but in getting their local communities involved in their governance and regeneration processes. Within ECE itself, we publish smart, sustainable city profiles, adopting inclusive and participatory approaches. And we're proud that, I guess, just this week, we've published the first smart, sustainable country profile of San Marino, which can be found not only online, but we'll have copies at the Palais, should you wish to read. And then I guess further to this, an anecdote, and when I spoke to some colleagues and said that I'd be coming here today, one colleague looked at me and said, well, the best experience I had working at UNECE was when we went to Bishkek. And in Bishkek, they spoke to a university room full of students, full of professors, about how to get involved in the localization of SDGs, how they can get involved in voluntary local reviews, and how it's important that they are involved and aware, and it's a transparent process. And I thought that that was just a key kind of that's part of the work that we do. It's the work that we enjoy doing, and it's the work that needs to be done, and the work that really we, I guess, want to talk about today. And to kind of draw to an end, to not take away too much time from the great speakers we have coming up, I guess I take off now my hat as an employee of the United Nations and speak to you as the young person that I also am. And so I personally volunteer for a climate NGO that aims to demystify climate policy for young people called Climate Talk. And I've recently released a series of articles on the impact of urban heating, so the impact of the climate crisis on urban environments. And I feel as though, therefore, perhaps I do recognize the importance of integrating perspectives from youth into all areas of governance, but most importantly, in this context, urban planning, into multilateralism, and really into a politics that's unfortunately becoming more polarized and aggressive. And to sound perhaps like a New York Times opinion piece, when democracy is really under threat as it is now, there's perhaps no better time to welcome young people whose idealism, positivity, and passion can renew and reinvigorate democracy, to forge anew this ancient and contested concept to be fit for the challenges we undergo now and for the future ahead. And so with this, I thank you and I wish you a happy Democracy Week. Un grand merci Thomas pour votre participation, pour cette restitution précieuse et pour cet engagement dont vous témoignez aujourd'hui et ce qui est vraiment, je crois, l'objectif à la fois de
de tout citoyen, citoyenne, de favoriser cet engagement dans différents espaces démocratiques et de voir, et je crois que c'est aussi un des enjeux, comment au niveau global, comment au niveau multilatéral, ces innovations dont on va parler tout à l'heure peuvent se multiplier, peuvent se renforcer l'une l'autre. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux keynote speakers, Madame Christina Kitsos, qui est vice-présidente du Conseil administratif de Genève, en charge de la cohésion sociale et de la solidarité. Originaire de la Chaux-de-Fonds, de nationalité suisse et grecque, Madame Kitsos est engagée en politique dès l'âge de 13 ans à travers le Parlement des jeunes. Elle était députée au Grand Conseil neuchâtelois à l'âge de 24 ans et en parallèle, elle occupait la fonction d'assistante parlementaire à Berne. Madame Kitsos était ensuite conseillère municipale de la ville de Genève entre 2015 et 2020, puis élue au conseil administratif de la ville de Genève en 2020. Forte d'une expérience de plus de 10 ans dans l'administration publique, elle était chargée de communication au département de l'instruction publique, de la culture et du sport jusqu'en 2010, et ensuite chargée des affaires migratoires au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Madame Kitsos a aussi travaillé avec différentes associations et fondations comme Stop Sida et SOS Racisme. J'ai aussi le plaisir de donner la bienvenue à Monsieur Andrea Tobiazevi, qui est adjoint au maire de Rome en charge du patrimoine et du logement depuis novembre 2021. Le docteur Zevi a occupé différentes fonctions politiques à la province de Rome, au ministère des Affaires étrangères, à la présidence du Conseil. Il connaît très bien les différents visages de Rome, où il a mené pendant de nombreuses années un travail civique, social et politique dans la région, en promouvant différents types d'initiatives, notamment dans les écoles, et en menant des recherches sur les questions les plus urgentes pour la vie des citoyens, comme celles des transports, des déchets, de l'administration publique, de la qualité de l'espace public. Et il est le fondateur de l'observatoire Roma, puoi dirlo forte, Rome, tu peux le dire fort. C'est un observatoire de suivi des indicateurs de la qualité de vie dans la capitale, de la comparaison des données et des tendances, des études et des recherches au niveau de la définition des changements sociaux et culturels de la communauté urbaine. Bienvenue et un grand merci d'être présent parmi nous ce soir. Je vais donner la parole premièrement à Madame Kitsos pour une intervention d'un quart d'heure. Ensuite, je donnerai la parole à Monsieur Zevi et suite à cela, nous ouvrirons le débat. Merci beaucoup et je vous cède la parole, Madame Kitsos. Je croyais qu'on venait tous ici, c'est pour ça que... Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le représentant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, Madame la co-directrice du Centre Albert Hirschman sur la démocratie, Monsieur le chef du service de la participation citoyenne de l'Office de l'urbanisme du canton de Genève, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que quand on parle de processus participatif, d'innovation démocratique, quelque part, j'aimerais revenir sur, ça va peut-être vous surprendre, mais sur la question de l'enfance. Donc, si on prend l'étymologie du terme enfant, en français en tout cas, ça vient du latin infans, donc qui en fait signifie une personne qui n'a pas de voix. Alors, la question de dire qu'il n'a pas de voix, bon, c'est un état physiologique de dire, bah voilà, l'enfant quand il naît, eh bien, il ne parle pas encore, mais c'est pas seulement ça, c'est que dans les représentations qu'on a pu en avoir, eh bien, c'est l'idée de dire que l'enfant, quelque part, ne peut pas exprimer son avis ou n'a pas, si on va même, on extrapole un petit peu, n'a pas de place véritable au sein de la société. Et ça interroge quelque part notre société, nos institutions, à quelle est notre capacité à entendre la voix des enfants, à les écouter et à faire en sorte qu'ils participent au processus de décision.
Et pourquoi, quelque part, je parle des enfants? C'est parce qu'on voit souvent que dans les questions d'engagement, eh bien, c'est dès le plus jeune âge qu'on peut développer ce type de réflexe, si on peut l'appeler ainsi, de participation. Donc l'engagement, c'est pas, on parle souvent de la jeunesse. Alors c'est vrai que la jeunesse, c'est un petit peu un moment peut-être de transition qui peut être plus ou moins facile selon notre bagage culturel, notre environnement familial, notre parcours scolaire de formation, mais qui peut être aussi un moment où on cumule un certain nombre de difficultés et qui est un petit peu un moment déclencheur. Donc par rapport à ça, c'est là toute l'importance quelque part de travailler dès la petite enfance sur un certain nombre de points de politique publique qui vont avoir un impact vraiment déterminant au moment de la jeunesse. Et on peut parler voilà, de participation, mais cela est aussi vrai dans les questions de décrochage scolaire ou de rupture sociale. Souvent, on voit qu'il y a des décrochages qu'on appelle silencieux qui interviennent bien en amont du moment de celui qu'on pourrait appeler de la jeunesse. Donc pour nous, quelque part, l'important, c'est vraiment de favoriser l'éducation préscolaire. Donc c'est vraiment déjà les 0-4 ans. Voilà, et donc c'est à ces moments-là où on travaille notre capacité à entrer en lien. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est un peu dans une crise du lien ou une crise relationnelle? C'est possible. En tout cas, beaucoup de personnes, notamment la professeure Marinopoulos, en parle, et qui est liée à plusieurs facteurs, hein, mais donc notamment aussi les transformations liées au numérique. Est-ce que ça suppose en termes de perception, en termes de capacité à entrer en lien, de développement d'un certain nombre de compétences, de l'empathie, etc. Donc ça, on voit que les impacts sont très importants. Et donc les 0-4 ans, c'est un petit peu un âge où on peut réaliser presque des petits miracles, voilà, et changer carrément des trajectoires, puisque selon la prise en charge qui est effectuée, ça va faciliter l'entrée à l'école, ça va faciliter la confiance en soi, le développement de l'empathie, l'expression des émotions, et puis finalement par la socialisation, le fait de développer un sentiment d'appartenance, tout en reconnaissant l'individualité et la diversité de ces individualités. Et quelque part, là, on touche déjà à la base de la démocratie. Alors en Suisse, c'est vrai qu'on investit très très peu dans ces politiques, hein, puisque la Suisse investit 0,1% de son PIB, alors que l'UNESCO recommande 1% minimum d'investissement financier. Alors, aux villes de Genève, la participation, ça commence dès les 0-4 ans, et donc on a des exemples très concrets. Donc, un des exemples, c'est le prix Petit Môme. Donc, chaque année, il y a des enfants entre 2 et 4 ans qui vont choisir, en gros, un livre avec un auteur, une autrice, une illustratrice, un illustrateur. On fait ce projet avec le département de la culture et de la transition numérique, donc qui est... dont M. Sami Canaan a la charge. Il était, je pense, au Forum des maires, d'ailleurs, aujourd'hui. Et donc, ça permet aux petits-enfants donc d'exprimer leur avis, de découvrir aussi quelles émotions ils ont pu ressentir, quelles sont les idées, et puis d'échanger avec les autres enfants pour finalement arriver à un vote. Donc, les enfants votent. Et à la fin, on va décerner donc un prix. Donc, il y aura un lauréat, une lauréate. Il y a d'autres projets de ce type-là, comme Une œuvre, mon doudou et moi, où là, il y avait carrément une exposition donc, au MAMCO, donc c'est le musée d'art contemporain ici à Genève, où là, à nouveau, des enfants entre 2 et 4 ans ont décidé de quelle œuvre serait représentée. Donc, c'était des œuvres du fonds d'art contemporain, du Fonds municipal d'art contemporain. Et là, à nouveau, il y a eu tout ce process donc, qui a abouti à un vote des enfants. Donc voilà, donc ça, pour nous, c'est des projets vraiment très importants de aussi prendre en considération les 0-4 ans et de pouvoir amener ce réflexe. Et puis de les écouter donc, dans ce qu'ils ont à dire dès le plus jeune âge. Ce réflexe, on le poursuit avec le service des écoles.
Et donc là, sur la question notamment de l'aménagement, on va interroger les enfants dans un processus de consultation sur, par exemple, leur préau d'école. Voilà. Donc le préau d'école, voilà, c'est de l'aménagement, mais c'est très très large parce que dans les préaux d'école, on le voit encore aujourd'hui, pour atteindre une mixité, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'études qui le montrent que, par exemple, l'espace va être investi d'une certaine manière par les garçons encore aujourd'hui, d'une autre manière par les filles qui vont se retrouver plutôt en retrait. Et donc là, il y a des questions de genre aussi sur la manière d'envisager ces préaux, ou une question aussi en lien avec la végétalisation, ou de quel type de jeu on veut mettre en place, que ce sont des jeux plus inclusifs qui permettent une mixité plus importante, ou est-ce qu'on est sur des jeux plus classiques qui vont peut-être créer un certain nombre de frontières. Donc toutes ces questions-là, voilà, en gros, on consulte les enfants, on en parle, et puis on prend en compte justement leur avis dès le moment où on veut rénover un préau. Voilà. Et donc, ce qui ressortait de manière très forte, par exemple, c'était une volonté d'avoir des jeux imaginaires. Et donc, de moins être sur des jeux standards, mais d'avoir un jeu qui symbolise quelque chose et qui permet d'être dans du jeu libre. Et donc, il y a un appui pédagogique. C'est la même chose aussi sur tout ce qui est la sécurité des enfants, sur le trajet entre leur maison et l'école. Donc, quand ils font leur trajet, donc de les interroger, comment est-ce qu'ils vivent ce trajet. Donc, le but, c'est aussi d'autonomiser les enfants et de faire en sorte qu'ils puissent y aller à pied. Et puis, de prendre en compte si eux ou elles ont vu un certain nombre de dangers. Et à partir de là, de mettre en place les aménagements nécessaires pour prendre en compte les difficultés que les enfants ont pu observer sur leur trajet, s'il y a des points, justement, des axes routiers qui sont plus compliqués, etc. Donc, on les intègre, voilà, par exemple, sur ce type de questions. Voilà, donc ces programmes de consultation des enfants, voilà, vous le voyez, du plus jeune âge, voilà, de la petite enfance jusqu'à l'école primaire, donc on a ce type de projet. On a aussi des budgets participatifs, donc c'est des lignes budgétaires, donc chaque budget qui sont alloués en gros aux enfants. Donc là, ils peuvent développer via leur école un projet. Alors ça peut être un projet de potager urbain, par exemple, ou ça peut être un projet en lien avec la culture. Donc ils vont déposer le projet et ensuite, par ce budget, on va financer voilà, cette activité ou ce programme. Alors j'en arrive maintenant à la jeunesse, véritablement, ou aux jeunesses, peut-être qu'on doit en parler au pluriel. D'ailleurs, moi je suis toujours étonnée qu'on dit encore les droits de l'enfant, ça me choque, moi. C'est comme quand on dit la femme, hein, les droits de la femme, c'est quelque chose de très choquant. Et c'est comme si on dirait le jeune aussi, c'est toujours une manière quand même d'essentialiser, donc le langage n'est jamais neutre quelque part, il amène quand même un certain nombre de représentations. Et donc, le fait de parler au pluriel, ça montre quand même la pluralité des jeunesses. Et puis, voilà, que finalement, une identité, elle se définit pas que par un âge, évidemment, qu'on a pu le voir, par exemple, dans le Covid, de manière très forte, aussi, du reste, pour les seniors. Hein, il y avait la même problématique, mais par voilà, différentes facettes. Alors, dans les questions des politiques liées à la jeunesse, donc ou aux jeunesses, comme je l'ai dit, en ville de Genève, on est vraiment sur une tranche d'âge de 15-25 ans. Mais c'est vrai qu'on a souvent le couperet des 18 ans, donc notamment dans les politiques fédérales et cantonales, que ce soit sur les politiques migratoires, typiquement, voilà, si on a des jeunes requérants d'asile, eh bien, dès le moment où ils arrivent à 18 ans, eh bien voilà, ils n'ont plus d'autorisation de travailler, même s'ils ont fait toute leur formation. Voilà, donc ça pose un certain nombre de questions ou sur les regroupements familiaux. Ça a des impacts directs voilà, sur les jeunes concernés. Donc l'importance, bon, c'est la même chose aussi avec le service de protection des mineurs. Dès le moment où on arrive aux 18 ans, on n'a pas la même intervention. Voilà. Par contre, à Genève, la spécificité par rapport aux autres cantons suisses, c'est que dans la Constitution genevoise, il est intégré que la formation est obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc ça, c'est quand même une garantie d'un accompagnement institutionnel au moins
jusqu'à 18 ans. Alors en ville de Genève, on n'a pas ce cadre légal, puisqu'avec le travail social, finalement, c'est nous qui le définissions, donc on va bien au-delà, évidemment, des 18 ans. Mais c'est vrai que ça pose la question aussi de comment est-ce qu'on définit nos politiques en lien avec la jeunesse de manière interinstitutionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une politique, en gros, commune entre le canton, les communes, la ville, le secteur associatif. Voilà, donc là, ça, c'est un travail qui devrait être fait. Alors, en ville de Genève, très concrètement, on a une approche où on veut développer l'accompagnement individuel. Donc là, une approche avec des travailleuses, travailleurs sociaux hors mur. Donc ça, ce sont des personnes, en gros, qui interviennent directement dans les quartiers, dans les rues, pour aller à la rencontre des jeunes gens et des jeunes filles, pour finalement stimuler des actions collectives dans les quartiers. Et l'idée de stimuler ces actions collectives, c'est pour ensuite pouvoir raccrocher, en gros, les jeunes à une action qu'ils vont développer, eux, voilà, avec un collectif de jeunes, pour ensuite arriver sur un suivi plus individuel et sur la définition d'un projet de formation ou un projet professionnel. Voilà, donc l'idée, c'est de développer ces actions de prévention, de tisser des liens avec les institutions, parce que c'est vrai qu'on a tout un public qui n'est pas captif, on dirait, des institutions, en tout cas qui est très éloigné des institutions, de proposer un accompagnement individuel et puis de favoriser, voilà, le dialogue et l'échange. Alors, dans les exemples qu'on peut avoir, donc il y a engage.ch, comme j'ai pu dire, où là c'était un programme fédéral auquel la ville a participé, avec un partenariat très fort des parlements des jeunes. Alors ça, les parlements des jeunes, c'est vrai que ce sont des lieux qui sont très fortement investis, mais on va trouver certains jeunes qui investissent ces lieux, et on a des jeunes, évidemment, qui vont pas du tout, adhérer à ce type de démarche. J'étais allée, il y a, je crois, 1 année ou 2 ans, à une soirée sur l'innovation démocratique organisée par Extinction Rébellion. Alors là, c'est vrai que, par exemple, ils disaient, mais nous, les partis politiques, on n'y croit pas du tout. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs voilà, ce type de fonction. Les parlements des jeunes non plus. De toute façon, c'est les mêmes jeunes qui sont de milieux privilégiés ou qui... Bon, voilà, puis que finalement, on reproduit toujours un peu les mêmes choses. Après, il y avait aussi l'idée de la lenteur du processus politico-administratif, qui finalement qui n'est pas du tout en lien avec la temporalité de l'urgence climatique, de la justice sociale, de l'humain, voire même, hein, tout simplement l'humain. C'est vrai que ce n'est pas le temps de l'humain, comme on peut le vivre au quotidien, chacune et chacun, avec les différentes difficultés qu'on traverse. Et voilà. Et donc là, il y avait d'autres manières d'amener ces questions et de dire, voilà, est-ce que ça doit être des actions beaucoup plus radicales, où là, on peut être aussi sur des formes d'anomie. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu un certain nombre de procès ou autres, avec des mouvements voilà, qui sont engagés d'une manière plus radicale, ou des mobilisations à travers des collectifs, ou encore des manifestations pour le climat, ou les grèves féministes, ou d'autres types de mouvements. Alors moi, c'est vrai que ce que je pense, c'est que par rapport à ces politiques de la jeunesse, on a terriblement besoin de ces mouvements. Donc je ne les vois pas comme quelque chose de contradictoire, puisque ce sont souvent ces mouvements citoyens qui permettent de bouger les lignes. Aussi avec l'aide des médias. Alors les médias, c'est peut-être un point d'attention, je pense, parce qu'en Suisse, comme vous avez pu le voir, notamment avec les annonces d'État médias, et de manière générale, quand on a des grands groupes qui s'occupent des médias et qui finalement, il y a des objectifs de rentabilité économique, c'est vrai que ça interroge finalement sur la qualité de l'information, ou voire même sur l'objectif de tel ou tel média. Alors peut-être que je vais un peu loin, mais disons que c'est quand même
le quatrième pouvoir, qui est celui des médias, il est fondamental pour avoir quand même une démocratie qui fonctionne. Donc c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est très inquiétant à mon égard, surtout dans un contexte, aujourd'hui, après le Covid, où on a quand même une frange de la population qui a été fragilisée, qui s'est endettée, avec une crise géopolitique, la crise climatique, qui impacte de manière plus forte les personnes défavorisées, qui sont souvent d'ailleurs celles et ceux qui polluent le moins. Puis bon, maintenant je parle de la Suisse, mais si on parle aussi au niveau plus global, eh bien là c'est encore plus fort. Et donc, voilà, une jeunesse quelque part, voilà, qui se retrouve un petit peu avec ce regard aussi des parents qui se dit, mais quelque part, voilà, nos enfants vont moins bien vivre que nous. Donc là, comment est-ce qu'on s'élance, comment est-ce qu'on s'ancre dans le présent et comment est-ce qu'on s'élance dans l'avenir avec ce type de vision? Voilà, alors là, je suis peut-être un peu négative parce que finalement, la jeunesse, on a vu qu'elle arrivait aussi à se mobiliser en temps de crise avec des jeunes qui ont été particulièrement résilients et qui sont porteurs d'espoir. Donc, il faut toujours relativiser. Mais voilà, après, dans certains chiffres, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu quand même une forte augmentation des taux de suicide à Genève et aussi de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Et donc, on voit que même si les jeunes sont celles et ceux qui sont capables de penser demain, comme le dit le pédopsychiatre François Ansermet, en même temps, on a aussi ces problématiques. Et un des points numéro 1 de ce qu'on a pu voir dans une étude qu'on a fait avec la Haute École de gestion, c'est le volet vraiment financier. Voilà, donc ce volet financier, ce sont voilà, des jeunes qui se retrouvent vraiment dans des situations difficiles, qui ont des familles voilà, qui n'arrivent plus, en gros, à gérer leur budget, qui sont vraiment avec l'explosion des primes d'assurance maladie, de l'augmentation du loyer, avec l'inflation quand même qu'on vit. Donc ça génère, c'est vrai, un accroissement des inégalités. Donc on a d'une part de très fortes recettes fiscales en ville de Genève, qui nous proviennent beaucoup des négoces de matières premières, et puis d'autre part un accroissement de ces inégalités. Et voilà, donc les jeunes, on voit que donc ça c'est un des premiers facteurs. Le deuxième facteur qui ressortait, c'était vraiment la santé psychique, un mal-être lié à différents facteurs. Et après, il y avait la question évidemment des discriminations. Voilà, et donc typiquement, on retrouvait, donc ça c'était des chiffres qui étaient connus, mais qui sont ressortis. Voilà, par exemple, des jeunes LGBTQ+, etc., sont plus exposés. Voilà, ou sur les femmes, les jeunes femmes, des problématiques liées au harcèlement de rue, ou à comment est-ce qu'elles s'approprient l'espace public, ou suite à leur formation, comment voilà, elles vont poursuivre leur voie, etc. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont beaucoup ressorties et sur lesquelles voilà, on travaille au niveau du service de la jeunesse pour faire en sorte que quand on monte des projets, ils soient véritablement inclusifs, parce que c'est vrai que ça ne se décrète pas vraiment, c'est un travail quelque part très fin, de réseau aussi. Voilà, donc ça, je pense que c'est une des forces des projets, c'est qu'on puisse travailler en réseau. Par exemple, avec les travailleurs sociaux hors mur, voilà, donc là, il y a un travail qui se fait avec tous les acteurs, que ce soit ceux de la santé, de l'école, de la sécurité aussi. Voilà, donc avec des entreprises, des différentes institutions, etc. Voilà, donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. Ensuite, la culture et le sport, mais là, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des projets culturels. C'est un vrai levier en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité. Et donc, on fait des projets avec et pour les jeunes. Donc, le dernier en date cette année, c'était ce festival de hip-hop, Occupe l'Alhambra. Donc, il y a 1000 jeunes qui ont participé. Donc, ça, c'est un collectif de jeunes qui ont organisé de A à Z l'événement. Et ce qui est incroyable pour avoir rencontré ces jeunes qui ont fait cette organisation, c'est que c'était des jeunes qui étaient donc à l'Hospice Général, donc c'est l'aide sociale, qui étaient en rupture. Une jeune femme qui me disait, mais moi, j'arrivais plus à me lever le matin. Donc, c'est pas que je voulais pas me lever, mais c'était quelque chose, voilà, où j'étais prise
voilà, dans un brouillard. Et donc, c'est difficile aussi de monter un projet parce que la première étape, c'est déjà de mobiliser, déjà de pouvoir se lever. Alors, des fois, on n'y pense pas, mais parfois, c'est déjà ça, créer les liens de confiance et remobiliser à travers un projet. Et donc là, le fait d'avoir fait ce festival hip-hop, cette jeune femme disait, voilà, maintenant, moi, j'ai envie. Voilà, c'était ça qu'elle avait dit, j'ai envie. Donc, déjà, rien que ça, de dire, voilà, envie, d'avoir tout d'un coup ce moteur qui est la joie. Alors, souvent, on n'en parle pas assez, mais finalement, c'est quand même ça aussi d'être humain, c'est que tout d'un coup, de se dire, la joie, le fait d'être dans une dynamique collective, et puis d'être reconnu pour le travail qui est fait, parce que quand il y a 1000 jeunes qui viennent à l'événement que tu as organisé et que ça fonctionne, comment vous dire, là, c'est plus de la théorie, c'est qu'on n'a rien besoin de dire. Il y a d'office une revalorisation, une reconnaissance qui s'effectue et on n'a pas besoin de mots pour cela. Donc, je pense que c'est très important, voilà, d'être dans ces dynamiques de par et pour les jeunes. Donc, les jeunes qui ont monté l'événement, voilà, ils l'ont monté. Puis pour ceux et celles qui sont venus, eh bien, c'était aussi de se dire, voilà, ce collectif-là, ils ont fait ça, nous aussi, on a envie de participer. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples. Voilà, maintenant, ce qui est important, c'est vrai que dans les décisions politiques qu'on peut prendre, c'est quelque part d'avoir ce réflexe, comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va développer un projet, qu'on intègre quelque part voilà, cette vision de l'enfance et de la jeunesse, de faire le plus possible des consultations pour prendre en compte dans les processus de décision les avis des enfants et des jeunes. Et ils sont très impressionnants. Il n'y a encore pas si longtemps, j'ai participé à l'observation numéro 26 pour un environnement sain, propre et durable, ici, au Comité des droits de l'enfant, où il y a énormément de jeunes de plusieurs pays du monde qui ont participé. Et donc, il y avait tous ces enfants et jeunes gens, jeunes filles qui étaient présents pour présenter voilà, ces démarches en faveur d'une transition écologique. Et je dois dire, voilà, il y avait une force vraiment dans les approches qui étaient proposées. Et je pense voilà, que l'important maintenant, c'est vraiment de les intégrer et de faire en sorte qu'on avance sur ces questions. Et j'en terminerai avec ce que nous dit Cynthia Fleury, qui est une philosophe et psychanalyste française, qui met vraiment 3 valeurs en avant, qui est celle donc, de l'engagement à tout âge, que c'est vraiment ce qui nous permet finalement de faire société toutes et tous ensemble. La deuxième valeur, c'est celle de la créativité aussi en tant que personne, comment on se recrée. Puis quand on parle de résilience, on n'est pas toutes et tous à égalité, on ne peut pas toutes et tous être résilients, il faut qu'il y ait des figures d'identification, il faut qu'il y ait des personnes ressources aussi, parce que certains jeunes ou certaines personnes, elles n'ont pas ces mêmes réseaux, elles n'ont pas les mêmes capacités financières, elles n'ont pas les mêmes comment dire, leviers. Donc ça, c'est important. Puis dans cette notion de créativité, voilà, c'est très, très large. Et ça nous rallie aussi à l'éveil culturel dès le plus jeune âge pour avoir justement ces leviers-là qui nous permettent d'être résilientes et résilients. Et puis la troisième notion qui me paraît fondamentale à l'heure actuelle, c'est celle du courage tant individuel que collectif, mais du courage aussi des institutions de se remettre en question et de pouvoir faire en sorte de changer un certain nombre de points selon les réalités, les besoins des enfants et des jeunes gens et des jeunes filles. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Kitsos. Et je donnerai tout de suite la parole à Monsieur Dzavi. Bonsoir à toutes et tous. Je m'excuse parce que je vais parler en français, mais en fait, merci à Christine pour cette invitation
Et merci aussi pour l'opportunité de parler en italien. J'aurais pu parler en fait soit en anglais, soit en français, mais l'opportunité c'est trop précieuse après 2 jours de conférence ici à Genève. Alors, j'essaierai de parler un peu plus lentement, soit pour les traducteurs, merci à leur pour leur travail, et aussi parce que peut-être en italien c'est compréhensible pour vous. Grazie all'Albert Hirschman Center of Democracy per questo invito che mi è stato rivolto e per intervenire durante la settimana, in apertura della settimana della democrazia promossa dal Cantone di Ginevra. Per me è un piacere poter salutare la collega assessora alla coesione sociale e alla solidarietà del Comune di Ginevra, Cristina Kitsos, che abbiamo appena ascoltato. Ovviamente ringrazio anche e saluto il rappresentante del Comitato Economico della Comunità Europea, tutti voi ascoltatori, studenti, amici, e naturalmente è un piacere essere qui. È interessante che il tema che affrontiamo questa sera sia un tema così urgente eppure anche così diverso nell'approccio col quale si può affrontare. Molte delle cose che ho ascoltato sono completamente diverse da quelle di cui parlerò io e questo dimostra che effettivamente si tratta di una questione trasversale. Dal mio punto di vista, la partecipazione attiva delle nuove generazioni alle decisioni e a tutte le attività a livello locale e regionale, oltre che nazionale, è evidentemente essenziale se vogliamo costruire delle società più democratiche. Questo è poi l'oggetto della settimana che vi apprestate a celebrare, società più giuste, società più ricche, più prospere, soprattutto diciamo con l'obiettivo di far vivere meglio le persone, nel senso che poi noi ci occupiamo del tema giovanile perché vogliamo per l'appunto provare a immaginare, a progettare, a costruire delle società in cui si vive meglio. Io spesso ripeto questa cosa: qual è il ruolo di un amministratore locale? Banalmente cercare di migliorare un po' la vita delle persone nelle nostre comunità. È un dato, se volete, banale, persino noioso, ma è diciamo, la nostra vera job description. E da questo punto di vista avere dei rappresentanti politici locali e nazionali che siano in grado di comprendere quali sono le istanze più profonde della società, le innovazioni del nostro mondo è assolutamente fondamentale per migliorare le nostre vite. Da questo punto di vista, lo diceva molto bene prima Cristina e lo ripeto anch'io, questa, ricordiamoci, non è una generazione qualunque. Le generazioni di cui ci occupiamo, usiamo il plurale come diceva lei, non sono generazioni che hanno vissuto un'adolescenza e una gioventù qualunque, sono la generazione del Covid, sono la generazione della pandemia che ha vissuto un'esperienza unica. L'abbiamo vissuta tutti naturalmente, ma quell'esperienza vissuta in un certo segmento della vita evidentemente ha un impatto diverso. E quindi quando parliamo di qualità democratica, di partecipazione giovanile, di coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita collettiva, a mio giudizio non parliamo soltanto dell'esigenza evidentemente di aumentare la partecipazione elettorale o di presentarsi alle elezioni, quello che si chiama l'elettorato passivo, che evidentemente sono cose importanti. Immaginiamo invece qualcosa di molto più profondo. Poter partecipare vuol dire essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, gli strumenti, il luogo, la possibilità e anche evidentemente i sostegni necessari a poter partecipare e intervenire nelle decisioni, influenzarle e quindi impegnarsi con attività e iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore. In italiano c'è un'espressione che non so se esiste anche in francese o in inglese, noi distinguiamo tra la Costituzione formale e la Costituzione materiale. La Costituzione formale evidentemente è il testo giuridico della norma più importante che noi abbiamo, la Costituzione sostanziale è quella possibilità di applicare veramente nella vita delle persone
quei principi e quei diritti che sono evidentemente stabiliti nella Carta Costituzionale. Ecco, questo secondo me è quello di cui parliamo in questa sede, provare a dare le gambe a quella Costituzione. La Costituzione italiana, l'articolo 3, usa questa formula, rimuovere gli ostacoli, proprio come dire, cioè c'è un principio ma poi c'è la fatica, no, quotidiana che tutti quanti fanno per cercare evidentemente di rimuovere quegli ostacoli, e da questo punto di vista Costituzione materiale significa ovviamente innanzitutto dare quei diritti sociali che consentono alle persone di esprimersi, ma su questo mi piace molto quel riferimento iniziale che ha fatto chi mi ha preceduto al tema dei diritti dell'infanzia, dei bambini. Io non ne parlerò nella mia introduzione, ma sono perfettamente d'accordo con Cristina, ce lo dimentichiamo, ma quando effettivamente noi parliamo dei diritti dei bambini, noi alludiamo a quello che è il diritto fondamentale di un essere umano, cioè rispettare chi non è in grado di far rispettare in qualche modo la propria volontà, il proprio bisogno, e questo naturalmente ha portato anche a delle progettazioni molto interessanti. A Roma c'è stato tutto un settore di progettazione, la cosiddetta città a misura dei bambini, che effettivamente è una città migliore non solo per i bambini, ma per tutti quelli che ci vivono, partendo dal punto di vista dei bambini. Gli enti locali e regionali quindi sono evidentemente le autorità più vicine alle persone e quindi anche ai giovani, e hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la partecipazione. Possono vigilare affinché evidentemente non ci si limiti a informare sulla democrazia o sul significato della cittadinanza, ma appunto vengano offerte le possibilità per fare esperienza in modo concreto. Ma come dicevo, naturalmente non è soltanto un tema di partecipazione elettorale, attiva o passiva. Qui, quando parliamo di partecipazione, immaginiamo una comunità, un ecosistema in cui i giovani possano esercitare fin da subito un'influenza sulle decisioni e sulle cose da fare, e non evidentemente una decisione in potenza, cioè quello che potranno fare. E quindi nel sostenere appunto la partecipazione dei giovani, le autorità locali e regionali debbono contribuire a integrare nella società tutte le nuove generazioni, aiutandole ad affrontare le difficoltà e appunto anche le sfide di una società moderna. Lo vediamo in tutte le nostre comunità, in cui spesso prevalgono anonimato e individualismo. Come io spesso ripeto, le città sono i luoghi della massima densità del nostro tempo, ma sono anche i luoghi della massima solitudine del nostro tempo, il che, se ci pensate, è una contraddizione, ma una contraddizione evidentemente molto rilevante, e lo dicevo anche perché siamo in un'epoca post-pandemica in cui evidentemente questo ha un impatto. Ogni politica, ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani devono appunto costruire un ambiente culturale rispettoso di tutti, della diversità, delle situazioni, delle aspirazioni. Oggi, in uno dei side event a cui ho partecipato, ho potuto raccontare la storia dei 64.000 under 18 romani che per il solo fatto di non essere nati da genitori di sangue italiano oggi non sono cittadini italiani. Stanno nelle scuole con i nostri figli, interagiscono con loro tutti i giorni, parlano molto spesso il dialetto romanesco più di quanto lo parlino tanti italiani, eppure non sono cittadini. E da questo punto di vista oggi parlavamo del fatto che il sindaco Gualtieri, che evidentemente rappresentavo, ha voluto fare un gesto anche molto forte chiedendo scusa a questi giovani nel momento in cui poteva conferire ad alcuni la cittadinanza. Ma ovviamente il tema della gerontocrazia e quindi il ruolo delle nuove generazioni nei processi decisionali è un tema più vasto di quello di cui parliamo oggi. Basti pensare, insomma è una notizia che non è una notizia, è veramente una cosa banale, alla prossima presumibile campagna elettorale per la Casa Bianca, in cui si sfideranno due ultraottantenni, Donald Trump e Joe Biden, entrambi, devo dire, in splendida forma, e beati loro che sono arrivati a quest'età così, ma evidentemente segnale di una difficoltà nel ricambio nei processi decisionali e comunque nei processi di accesso alle cariche democratiche, alle cariche istituzionali. Questo vale naturalmente per il Congresso, sono numeri che mi hanno preparato, però sono oggettivamente incredibili. Il 40% dei seggi nel Congresso americano
al Senato americano composto da oltre settantenni, mentre l'età media della Camera americana è di 54 anni. L'Italia da questo punto di vista non è particolarmente migliore, nel senso che l'età media del Parlamento è 51 anni, leggermente più alta di quella di Germania e Francia. Qualche anno fa, devo dire, eravamo un po' meglio, c'era stato un ringiovanimento, adesso mi pare che ci sia un percorso a ritroso, ma insomma poco contano evidentemente, diciamo, questi numeri. Quello che conta è invece il fatto che c'è un grande disinteresse da parte, da un lato, dei partiti e delle istituzioni nel coinvolgere chi appunto rappresenta le nuove generazioni, e allo stesso tempo probabilmente uno speculare disinteresse delle nuove generazioni a essere coinvolte nei processi politici. Da questo punto di vista evidentemente, diciamo, spesso causa ed effetto si diciamo in qualche modo intrecciano, no? In un meccanismo negativo. Tra l'altro da questo punto di vista appunto i dati dicono proprio questo, cioè il 30% dei giovani tra i 18 e i 34 anni, sono sempre dati italiani, non manifesta e non dichiara nessun interesse per la politica, dato che aumenta addirittura al 50% tra i 14 e i 18 anni, quindi quelli che sono appunto i nostri futuri elettori. Allora, diciamo, per come dire, contrastare questa sfiducia nelle istituzioni e nella politica, a mio giudizio dobbiamo cercare di mettere appunto questa questione di cui oggi si parla al centro del dibattito pubblico, in modo da garantire una partecipazione collaborativa. Appunto la parola è persino inflazionata, ma ovviamente è importante farlo per, da una parte, garantire una crescita individuale dei giovani, dall'altro per valorizzarne l'azione sociale collettiva, perché poi naturalmente, diciamo, i processi di cambiamento non avvengono per scelte individuali, avvengono per scelte sociali, per meccanismi e dinamiche e movimenti che sono sociali. Roma Capitale, ovviamente sono qui per questo, partecipa all'Open Government Partnership, che è un'iniziativa multilaterale dei governi per la promozione di politiche innovative che rendono appunto le istituzioni più aperte e responsabili. L'obiettivo è costituire un luogo di ascolto, di confronto proprio sui giovani, affinché possano contribuire con le proprie idee alla definizione delle politiche giovanili, nonché partecipare, cosa che forse è più importante, a tutti i processi di apertura del settore pubblico per creare una strategia nazionale e locale di appunto open government. E quindi anche qui, diciamo, tutti gli strumenti per il sostegno, l'empowerment dei giovani attraverso tutta una serie di meccanismi e di condivisioni. Gli enti locali giocano un ruolo essenziale. Appunto, prima abbiamo sentito gli esempi di Ginevra, che certamente sarà più efficiente di Roma da questo punto di vista, se non altro perché ha una tradizione di buon governo lunga nel tempo, ma è chiaro che, diciamo, ci sono molte best practice che sono note nel mondo, e quindi ovviamente tutti quelli che sono i centri comunali, i centri di quartiere, tutto ciò che favorisce l'associazionismo. Insomma, è chiaro che parliamo di dinamiche, obiettivi, idee talmente trasversali da essere di fatto, da innervare di fatto tutti gli ambiti della politica locale. Appunto, si diceva prima, lo sport, la cultura, l'economia, l'arte, tutto quanto può essere, diciamo, funzionale non soltanto a promuovere ancora la Costituzione italiana, lo sviluppo proprio della persona a partire dalla gioventù, ma anche sviluppare tutto ciò che appunto riguarda l'associazionismo locale, regionale. In questo devo dire il PNRR ha dato un contributo rilevante, perché tra i tanti progetti anche immateriali che ha promosso c'è tanto che riguarda appunto le nuove generazioni. Diciamo, io devo dire che alcuni dati, secondo me, continuano a essere drammatici, diciamo, sulla città di Roma e più in generale, secondo me, su molte delle grandi capitali europee. Ne potrei citare tanti, appunto, ma sarei noioso, siamo a fine giornata. Dico due cose che secondo me sono le più eclatanti per quanto riguarda questo, e cioè da un lato una forte emigrazione di giovani avvenuta nell'ultimo decennio. Alcuni dati ci portano fino a circa 100.000 persone tra i 18 e i 29 anni che hanno lasciato la città, certo in parte recuperati da quelli che evidentemente sono venuti a studiare, a formarsi, a lavorare nella capitale d'Italia. Del resto
Noi sappiamo che le migrazioni sono un fatto positivo perché riguardano molto spesso anche i talenti che vanno a appunto formarsi, a conoscere, a sperimentarsi in giro per il mondo, però è certo che il saldo negativo di Roma è un saldo in controtendenza rispetto a molte capitali europee. Noi stiamo cercando di mettere in campo tutta una serie di misure che favoriscono invece l'attrazione del talento. Io in questi giorni ho firmato un'importante delibera sul Tecnopolo, cioè sulla possibilità di creare una nuova università tecnica che tra l'altro coinvolge tutto il tessuto imprenditoriale proprio per favorire e attrarre talenti. È chiaro però che vivere in una città come Roma, sarà lo stesso anche qui, è molto faticoso. In questo momento, mentre noi parliamo, ci sono fuori da una delle università di Roma i ragazzi accampati nelle tende perché non riescono a permettersi una casa, un affitto per i prezzi del mercato immobiliare. Io sono tra le altre cose anche assessore alla casa e quindi cerco con forze modeste di risolvere, apportare qualche soluzione, dare qualche aiuto, ma è chiaro che parliamo di difficoltà molto molto serie. E quindi naturalmente appunto Roma Capitale ha messo in campo tutta una serie di iniziative. La prima è quella dei piani locali per i giovani, che appunto sono anche qui progetti che cercano di favorire la programmazione partecipativa di politiche a favore dei giovani, ma che ne migliorano anche la qualità della vita. E del resto la nomina di un delegato del sindaco alle politiche giovanili ha messo tutte queste misure in qualche modo a sistema, e questo sta avendo, diciamo, una importante ricaduta anche grazie ai fondi della Unione Europea, appunto del PNRR e tutto quello che conoscete. Nelle ultime settimane c'è stata un'iniziativa che può apparire minore rispetto a tante altre, ma che invece a mio giudizio ha un peso molto significativo, che è la prima Roma ha reso Roma la prima città italiana ad aver aperto un canale WhatsApp ufficiale con un meccanismo che è un nuovo format di questa piattaforma, che però consente di inviare continuamente informazioni. A mio giudizio questa piccola innovazione, che in pochi giorni ha prodotto 120.000 iscritti nel giro di una settimana, è davvero notevole, perché dimostra quanto poi, se uno prova anche a cambiare liturgie e linguaggi, riesce a effettivamente raggiungere molte persone che apparentemente appaiono disinteressate, che invece magari semplicemente non siamo riusciti a raggiungere. Mi avvio a concludere sottolineando quelle che secondo me sono le tre grandi direttrici, le tre grandi questioni su cui, almeno dal mio punto di vista, possiamo e dobbiamo ragionare quando parliamo di questo tema. La prima è quella, per l'appunto, della partecipazione. Che cosa si intende per partecipazione nell'epoca della tecnologia? Su questo ci sono città nel mondo che hanno fatto scuola, penso per dire a Barcellona o Amsterdam, che hanno creato dei luoghi, delle piattaforme anche tecnologiche di appunto open government e in qualche modo coprogettazione, che effettivamente hanno consentito di dare ai cittadini, e quindi anche ai giovani, che tendenzialmente sono quelli più abili dal punto di vista tecnologico, la possibilità di contribuire alle decisioni politico-amministrative della propria città. È chiaro che questa è una sfida cruciale del nostro tempo, perché la tecnologia, come sappiamo, può essere anche l'esatto opposto di tutto questo, cioè uno strumento di controllo nelle mani di pochi, nelle mani di poche aziende, che evidentemente, diciamo, rischia di essere invece, come dire, uno strumento di influenza diciamo in qualche modo oligopolistica delle decisioni pubbliche. Quindi da questo punto di vista questo è un grande ambito su cui ragionare quando parliamo di giovani, ma io credo anche qui quando parliamo di futuro delle nostre comunità. Il secondo aspetto è il volontariato. È una banalità, ma io penso che sia davvero una delle grandi risorse che noi abbiamo nelle nostre comunità. Roma è una città che, al di là del mio giudizio politico, che ovviamente conta il giusto, io da quell'altro eravamo all'opposizione, ora poi abbiamo vinto le elezioni e siamo al governo, do un giudizio negativo di chi ci ha preceduto, però al di là di questo io penso che negli anni difficili in cui Roma appunto ha avuto la pandemia, la crisi economica, tutto quello che sapete, davvero la città è stata retta da un tessuto
sociale fatto di tante piccole realtà che hanno messo in campo tante soluzioni concrete ai problemi delle persone, e molte di queste realtà erano animate da persone di pochi, diciamo, di giovani, per usare questo aggettivo appunto un po' inflazionato. Questo elemento, che a volte rischia di essere troppo frammentato, nel senso che spesso queste realtà poi sono molto concentrate sul singolo problema, il piccolo problema, e quindi anche la piccola soluzione fanno più fatica rispetto forse alle epoche passate a mettersi in rete tra di loro. È però una straordinaria opportunità che noi abbiamo, anche per, secondo me, istradare in tutti quanti, partire da noi, ma anche evidentemente le nuove generazioni, quella consapevolezza che poi i risultati si ottengono se in qualche modo ci metti del tuo, se ti ingaggi, appunto in inglese l'engagement, in francese l'engagement in inglese, insomma, però fondamentalmente se ci metti del tuo. Allora questa, diciamo, questo elemento, che secondo me rende Roma diciamo una città straordinaria, anche forse per la sua vocazione storica, interreligiosa, universale, effettivamente costituisce un secondo pilastro. Da una parte appunto, diciamo, la partecipazione, la seconda appunto, Christine molto ha parlato di scuola, giustamente io non ne ho parlato, ma certamente c'è un tema di formazione, ma c'è anche un tema di autoformazione. Questa appunto è l'esperienza che noi abbiamo fatto nei movimenti giovanili, nelle associazioni, nelle realtà sociali piccole e grandi, che sostanzialmente vuol dire dedicare una parte significativa del proprio tempo e della propria vita a chi sta peggio, a chi ha meno opportunità, a chi ha più difficoltà, quello che insomma, diciamo, fa della vita, a mio giudizio, anche qualcosa che merita di essere vissuto e che non aiuta soltanto chi viene aiutato, ma aiuta anche chi aiuta. Questo è il punto. E infine, ovviamente c'è un tema che, se volete, è più di nicchia, che riguarda più noi amministratori, ma che però ci dobbiamo porre, cioè quello di formare una nuova classe dirigente. Noi veniamo da un'epoca in cui forse, diciamo, in tanti paesi anche europei, in qualche modo c'è una certa diffidenza rispetto a questo concetto, no? Il fatto della leadership, la classe dirigente, ma invece è una cosa necessaria naturalmente, perché poi nel dopoguerra tanto è stato ricostruito, penso alla mia città, penso al mio paese, perché ci sono state persone che erano formate, che hanno lavorato per il bene comune nella politica, nelle istituzioni, con l'idea appunto di fare cose giuste appunto per il bene comune, con una visione di lungo periodo. Oggi questo è molto complicato, non so se sia così anche diciamo in Svizzera, ma la crisi dei partiti, delle istituzioni, evidentemente ha reso molto più difficile il processo anche qui di formazione dei cosiddetti quadri intermedi e quadri invece elevati, e questa cosa qui invece ha molto a che fare con il futuro appunto delle nuove generazioni, perché, come dicevo prima, se noi vogliamo essere fino in fondo sinceri con noi stessi, dobbiamo dire che non c'è un'alternativa per concorrere alle decisioni pubbliche che far parte del tavolo in cui si prendono decisioni pubbliche, e quindi evidentemente questo è diciamo un terzo pilastro molto importante, cioè l'idea di appunto una formazione politica e istituzionale, una costruzione di nuove classi dirigenti, dove del resto tutti noi abbiamo iniziato in qualche modo il nostro percorso. Come diceva uno scrittore ungherese naturalizzato britannico, anche io concludo con una citazione letteraria, non filosofica ma letteraria, Arthur Koestler, quando appunto ricordava il momento in cui lui decise di intraprendere un percorso di militanza politica, anche se per l'appunto ancora con qualche incertezza dovuta all'età e quindi forse anche agli errori che si compiono per l'appunto in gioventù, c'erano cose che non capivo, cose che non mi piacevano e cose per cui valeva la pena di combattere. Grazie. Je vous invite pour la discussion avec le public, en espérant que nos traducteurs soient encore disponibles. Vivant. Merci beaucoup, Madame Kitsos et Monsieur Xavi, pour
vos témoignages, pour vos analyses. Et je crois qu'ils nous parlent beaucoup, qu'ils nous parlent aussi dans le contexte de ces activités que je présentais au départ, à savoir comprendre l'engagement politique de la jeunesse en Europe aujourd'hui, comprendre les mécanismes de l'action collective et comprendre aussi pourquoi, dans beaucoup de cas, et vous l'avez cité, on observe une tendance au désengagement, à moins participer à la vie démocratique, voire à quitter les mouvements dans lesquels on s'était engagé auparavant, pour des raisons de déception des réponses par rapport aux enjeux qui sont fortement ressentis par la jeunesse. Et je voulais peut-être mettre l'accent sur les deux thématiques qui ressortent très fortement de préoccupation, la thématique climatique et la thématique de l'emploi, de la précarisation de l'emploi, des nouvelles formes liées aussi à la digitalisation, travail organisé par les plateformes. Donc ça, c'est des enjeux qui sont ressortis fortement. Et vous l'avez aussi mentionné, Monsieur Zevi, beaucoup des jeunes que nous avons interviewés ont mis en avant la difficulté de vivre en ville, difficulté financière par rapport à la crise du logement, par rapport à l'augmentation des prix. Et donc, dans ce contexte-là, j'aimerais vous entendre sur l'expérience à Genève et à Rome, sur quelques exemples d'innovation démocratique pour à la fois répondre à certaines de ces préoccupations. Par exemple, y a-t-il eu des instruments qui ont été mis en place pour consulter la jeunesse ou la population dans son ensemble sur la réponse au changement climatique dans la ville? Y a-t-il eu des innovations dont vous aimeriez nous parler? Et quelle est votre propre expérience de vos interactions avec la partie engagée de la jeunesse? Et vous l'avez dit, une partie de la jeunesse des villes et des pays ne sont pas engagés. Donc, comment est-ce que vous aimeriez répondre si vous aviez une proposition à faire aux responsables et aux parties prenantes? Madame Kitsos, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner sur Genève et peut-être l'autonomie aussi sur laquelle vous avez insisté dans votre action, l'autonomie de la jeunesse, la force décisionnelle et d'action collective? Merci. Je pense que quand même une des particularités de la Suisse ou du système, disons, politique suisse et qu'on retrouve évidemment à Genève, c'est qu'on est quand même dans voilà, des systèmes de démocratie directe, semi-directe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une culture citoyenne, démocratique. C'est-à-dire que dès le moment où il y a une décision qui est votée dans un parlement et qu'ensuite un parti politique ou un collectif peut récolter des signatures et déposer un référendum et qu'ensuite il y a une votation qui est organisée, disons, ça veut dire que tout un chacun, à un moment donné, peut faire une pétition, voilà, déposer un référendum, une initiative. Donc, je pense que c'est quand même une culture particulière qu'on a ensuite. Je pense que c'est important quand même de le relever, qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays. Bon, il n'en demeure pas moins que le plus grand parti, c'est comme celui des abstentionnistes. Bon, voilà. Donc, ça reste quand même une réalité. Mais c'est vrai que dans les secteurs associatifs, par rapport à ce que vous disiez, on a quand même énormément d'associations qui sont portées par des jeunes. Donc, moi, je ne suis pas si sûre que la jeunesse se désengage. Peut-être qu'elle s'engage différemment. Mais en tout cas, sur les questions en lien avec le climat, je pense qu'on a vraiment des leçons à tirer de ces mouvements associatifs. Aussi sur les questions d'égalité, moi je suis quand même toujours frappée de voir les plus jeunes générations, voilà, à quel point il y a un engagement et puis vraiment une volonté de changement. Voilà. Ou encore des associations portées par des jeunes qui viennent en aide. Donc, c'est des jeunes universitaires, par exemple, là où ils vont aider d'autres associations à se structurer avec un volet juridique, de comptabilité ou autre. Donc, on a quand même voilà, beaucoup de projets qui sont portés par des jeunes. Donc, ça, je voulais quand même le dire. Maintenant, au niveau de
de la ville. Donc nous, c'est vraiment des projets, comme j'ai pu le dire, par et pour les jeunes, et souvent c'est en lien voilà, avec la culture. Donc chaque année, il y a un autre projet qui est porté. Donc là, je vous ai parlé du hip-hop, mais d'autres années, c'était en lien avec les graffitis, par exemple, ou voilà, on essaye, ou la photographie, on avait eu aussi, et voilà, et chaque fois, on travaille avec différents collectifs. Maintenant, c'est vrai que il y a d'autres points. Vous avez parlé du logement, hein, de la cherté. C'est vrai que dans les villes, c'est vrai qu'on a ces phénomènes-là, voilà, de difficulté à se loger, avec une cherté de la vie qui est plus forte que voilà, dans d'autres endroits, hein, ça c'est sûr. Donc on partage aussi ces problématiques à Genève. Donc une intention que j'ai, mais qu'on n'a pas encore créée, ce serait de développer un fonds en faveur de la jeunesse. Et ce fonds devrait permettre justement d'allouer des allocations à des jeunes. Parce que ce qu'on voit, c'est que quand il y a des ruptures sociales ou des décrochages voilà, de formation scolaire, parce que comme on l'a vu, c'est que le premier facteur, c'est quand même le volet économique. Donc là, quand il y a un projet, si le jeune peut se raccrocher à quelque chose et que ce qui manque finalement, c'est ce volet financier, avec ce fonds, voilà, on pourrait accompagner ce projet. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore développé, mais que j'aimerais bien développer d'ici la fin de la législature. Merci beaucoup. Monsieur Xavier. Merci. Je vais essayer de parler en français. On voit si ça marche. J'ai commencé à dire ça dans mon intervention, mais j'ai essayé de le dire un peu plus enlargé. Je suis complètement d'accord avec Madame Kitsos quand elle dit que ce n'est pas vrai que les jeunes ne participent pas. J'ai l'impression contraire. Il y a une énorme participation de la jeunesse parmi milliers des activités, des associations, des choses qui se passent dans nos villes. Il y a une différence grande avec le passé. Si on pense, par exemple, aux années 60 ou aux années 70, parce que ces activités, ces mouvements, ces associations ont difficulté à s'organiser dans un mouvement plus grand. Ça, c'est la chose. Il y a des sociologues français, je crois, très connus, qui ont écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle L'époque des passions tristes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. À mon avis, le titre c'est fascinant, mais en fait, notre époque, c'est plutôt l'époque des passions courtes. Ça veut dire que c'est difficile de passer de la bataille pour le parc ou la bataille pour, je ne sais pas, le plan sportif, déportif ou quelque chose que nous avons à côté de nous. Et dans un discours public plus large, plus grand, qui parle à tous, à tout le monde. Cela, c'est précisément, à mon avis, la particularité de notre génération ou des générations après de la nôtre. Et cela, c'est le challenge pour eux. Parce qu'en fait, c'est difficile d'engager d'autres personnes si on ne parle pas à tous, si on ne parle pas à un public plus large. Et alors, je crois que cette contradiction, c'est la contradiction de nos temps. Et en plus, je suis d'accord avec Madame Kitsos quand elle parle de culture citoyenne. En Suisse, il y a,
j'essaye de le dire, mais vous êtes les experts sur ça. Il y a cette culture de participation au référendum, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais la chose chez nous, c'est le référendum qu'on décide, et qui n'existe pas chez nous et n'existe pas dans beaucoup de pays d'Europe, du monde entier. Mais ce que je crois est important de souligner, c'est que quand on parle de culture citoyenne, on ne parle pas seulement du moment dans lequel on vote. C'est la fin du processus. Il y a une culture de participation, d'engagement, de vrai, même de réflexion sur le destin de nos communautés, qui est important et qui a besoin d'être développé dans le temps, au fil du temps. Et ça, peut-être, manque chez nous. Alors, comme je disais d'abord, la proposition d'exploiter la technologie pour faire ça est juste, c'est clair, mais n'est pas suffisant. On doit comprendre comme supporter la technologie et la participation, mais en même temps développer je ne sais pas comment dire en français, consapevolezza, Une prise de conscience. une prise de conscience, awareness, sur ces besoins. Alors, peut-être, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais cela sont les impressions que j'ai reçues par la question. Merci beaucoup. Le temps file, mais s'il y a une ou deux questions brèves dans la salle qu'on pourrait poser à nos invités, je les prends volontiers. Questions courtes, réponses courtes. Je ne sais pas si les traducteurs sont toujours en ligne. Nina, are the translators still there? No. Everybody is online as another one. Okay. Oui, je vous en prie. Donc, je ne sais pas, enfin, la langue, vous pouvez choisir la langue, je pense toujours, hein, de l'intervention. Sinon, on traduit. Comment on dit en Amérique, on est between the dog and the bone. Ce sera en français. Moi, merci pour vos réactions, en effet, sur le moins d'engagement des jeunes générations. Je vous rejoins sur les réactions que vous avez eues. Je pense que c'est pas moins d'engagement, c'est des formes d'engagement différentes. Quand on avait en septembre 2019 10 millions de jeunes dans les rues autour des mouvements climat, c'était assez historique. Je suis pas sûr qu'on ait déjà eu beaucoup de formes d'engagement de cette taille. En revanche, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Je vais essayer de faire très rapide, mais il me semble qu'il y a un vrai enjeu à cet appel à l'engagement, la créativité et le courage dont vous parliez, ces mots de Cynthia Fleury. Cet appel envers les jeunes à s'engager, à prendre en main leur avenir et tout ça, ça a des limites dans le sens où aujourd'hui les jeunes n'ont pas particulièrement le capital économique, n'ont pas particulièrement le temps. On a vu que les jeunes ont beaucoup subi, par exemple, le Covid. En France, la moitié des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Donc, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour permettre à ces jeunes qui vont subir de plein fouet, et qui le subissent déjà, la crise climatique et écologique, comment est-ce qu'on leur permet? Moi, je pense qu'une des preuve de solidarité envers les jeunes générations, c'est aussi d'aller voir les générations plus âgées qui, en moyenne et statistiquement, ne votent pas souvent en faveur de politiques qui sont favorables pour les générations futures. Donc comment est-ce qu'on mobilise les jeunes, les générations plus anciennes au service, ou en tout cas sur, pour un élan de solidarité, en fait, entre les générations, plutôt que souvent cette vision qui est très fracturée entre des vieilles et jeunes générations qui seraient opposées. Comment est-ce qu'on recrée du lien plutôt que de la fracture générationnelle? Grande question. Est-ce qu'on peut donner une réponse courte? Je ne sais pas, je laisse nos invités se prononcer. Je pense que le Covid, ça a été un bon laboratoire
parce que je pense que cette période, alors vous avez parlé un petit peu, enfin même si je parle pas couramment l'italien, mais de ce que j'ai compris, que ça a été un marqueur d'une génération, j'ai bien Ouais. compris. Alors je pense que, en effet, dans ce type de période ou de crise, on va pas la vivre de la même manière si on est en plein développement, parce que quelques années où c'est là où on va voilà, investir énormément les liens au pair, P-A-I-R-E-S, ou sur un développement d'un projet, si on est frappé à ce moment-là, voilà, de la crise qu'on a connue avec le Covid, ça a un impact quand même qui est différent que si on est installé dans un train-train avec un travail, etc. Pour les autres générations, voilà, des personnes qui étaient plus âgées, ils ont été aussi frappés d'une manière assez importante dans cette période, parce que là, on a observé justement un glissement. Et puis, quand une personne voilà, a 80 ans, etc., une année où il y a un certain nombre de restrictions, de mesures, ça a un impact très, très fort aussi, parce que les personnes, elles n'ont pas forcément retrouvé, après le Covid, des comportements qu'elles avaient avant le Covid, tout simplement parce que, voilà, dès le moment où on est moins mobile à un certain âge, donc des fois, c'est des choses aussi de ce type-là, on s'isole, et puis finalement, physiquement même, ou même psychiquement, on n'a plus ce moteur pour sortir, etc. Donc on a vu, alors c'est pas pour faire un parallèle entre les deux générations, mais il y a quand même eu des effets aussi très importants sur, voilà, sur ces personnes plus âgées. Et puis, quelque part, on s'était interrogé sur des politiques qu'on pourrait qualifier d'intergénérationnelles. Voilà, comment est-ce qu'on crée de l'intergénérationnel? Alors c'est vrai que moi, pendant un bon moment, je vous avoue que je dis, l'intergénérationnel, quelque part, c'est ça ce qu'on doit faire. Donc, il faut développer des logements intergénérationnels. Bon, on a des projets de ce type-là, notamment avec l'université 1 mètre carré, ça s'appelle, où voilà, donc des personnes plus âgées vont avoir chez elles des jeunes. Elles vont accueillir des jeunes, puis en échange, les jeunes vont aider cette personne, voilà, une activité ou une autre. Donc, ça permet de lutter contre l'isolement, puis ça permet aussi aux jeunes d'avoir voilà, un accès à un logement. Voilà, donc ce type de projet, c'est vrai qu'on les soutient en ville de Genève. Et voilà, après, je me suis dit, faudrait développer plus de choses de ce type-là, notamment en lien avec la politique du logement. Ensuite, je suis allée à une conférence de la professeure Hummel, ici à l'Université de Genève, qui disait, oui, mais l'intergénérationnel, ça fonctionne pas forcément tout le temps. Il faut... vous aviez des cours, hein. Donc... Enfin, voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui doivent être respectés, parce que sinon on ne peut pas créer juste de l'intergénérationnel. Et donc elle avait amené, puis je m'arrête avec ça, la notion d'interdépendance. Et puis après, c'était ça qui était intéressant, de voir comment est-ce qu'on peut être dans les projets, dans cette notion d'interdépendance finalement, où là on pourrait avoir différentes générations, parce que finalement on est aujourd'hui pour la première fois en gros, avec énormément de générations qui se côtoient, parce que par le passé, c'était pas vraiment le cas, hein. Les gens, ils décédaient aussi plus rapidement, donc on n'avait pas forcément toutes ces générations présentes en même temps. Donc, dans ces sociétés de la longue vie, c'est une vraie question, celle que vous posez. Alors, je n'y ai pas complètement répondu, mais voilà quelques esquisses. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était très intéressant. Merci. Je trouve intéressant dans notre débat, comme la même question provoque des réponses complètement différentes entre Christine et moi, parce que, en fait, je trouve votre question, tout d'abord, très difficile. Si on aurait la réponse à cette question, on gagnerait le prix Nobel. Mais ma réponse est tout simple. J'ai choisi de faire politique parce que je pense que la vie pour changer les choses est de s'engager et de lutter contre quelqu'un, pour le dire tout simplement. Et je pense que si on veut
gagner, racheter, je ne sais pas comment dire en français, mais gagner des résultats en concernant toutes les choses qui ne marchent pas pour la jeune génération, du logement, le loi sur la retraite, ou je ne sais pas, le déséquilibre dans le système politique ou dans le système social, ou tout ce que nous connaissons, on doit s'engager. Il n'y a pas d'alternative, en fait. Ça veut dire que, comme je disais aujourd'hui dans le Forum de maires, quand on discutait sur le rôle des villes au sein des organismes internationaux, et on discutait, mais comment font les villes pour être plus considérées, tout ça. Je disais, c'est une question de lutter pour un objectif. Il n'y a pas d'alternative. Et la même chose, c'est avec les jeunes générations. On doit choisir parmi des intérêts qui vont en direction différente. Et la difficulté dans ce cas-là, une autre fois, c'est pas seulement le fait que les jeunes générations ne sont pas un unique mouvement, mais en fait, la difficulté, c'est que quand on parle de jeunes générations, on parle de conditions très différentes parmi le même, dans la même catégorie. Parce qu'il y a, comme vous disiez avant, dans les conseils de pluriel, il y a des jeunes de gauche, dans de droite, il y a des jeunes riches, des jeunes pauvres, et tout ça. Et alors, je crois que c'est une question politique. Si on veut changer la situation actuelle, on doit choisir des objectifs et lutter pour eux. Il n'y a pas d'alternative. Merci mille fois pour votre participation à cet événement, pour vos contributions à ce débat et vos éclairages extrêmement précieux et je dirais aussi très inspirants par rapport à l'action de vos villes et à la réflexion que vous menez sur la politique pour la jeunesse, de la jeunesse et pour l'enfance également. Donc, merci aussi au public, merci aux traducteurs et merci à la Chancellerie d'État pour nous avoir soutenus tout au long de ce processus de préparation de l'événement. Et comme le disait ma collègue Graziella Moraes-Silva tout au début, c'est le début de toute une série d'activités, donc on espère que vous nous suivrez. Merci beaucoup et très bonne soirée.